Je suis donc avec Christian Buchet au 70.8. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici à Brest pour vous apporter votre éclairage très large grâce à vos activités, notamment au sein d'Océanide. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, dans tout ce contexte d'innovation maritime, à la fois de rupture, mais aussi de continuité, de par vos travaux, vos études au sein d'Océanide, qu'avez-vous pu en retirer ? Alors écoutez, Océanide, un tout petit mot, c'était 264 chercheurs qui ont travaillé 5 ans sur la place de la mer dans l'histoire de l'humanité. 264 chercheurs, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux, Français inclus, et ça visait à peser le poids de la mer dans l'histoire de l'humanité, et on aboutit à des résultats tout à fait étonnants. C'est un programme terminé, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, 3800 pages, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu démontrer, c'était une intuition que beaucoup avaient, et beaucoup d'ailleurs au sein du pôle mer depuis longtemps, mais maintenant c'est une démonstration. Oui, en tout temps et en tout lieu, donc où que l'on soit situé au niveau de la planète, le fait de se tourner vers la mer, qu'il s'agisse d'un État, d'une ville, d'une principauté, d'une alliance, c'est surfer sur les vagues du succès. Donc ça, c'est une constante au niveau de l'histoire. Et puis, il y a une seconde conclusion, c'est que on a redéfini les temps de l'histoire, parce que vous savez, où que vous soyez de par le monde, l'histoire a toujours décomposé le temps historique en 4 périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne, 16, 17, 18e et la contemporaine, mais c'est complètement occidentalo-centré. En fait, il y a simplement 2 temps derrière nous, parce que c'est la mer qui rythme à travers le contact ou le non-contact, l'innovation ou la non-innovation que ça suppose, si vous voulez, le temps de l'histoire. Il y a eu le temps des Méditerranées, la marée Nostrum, la nôtre, mais il y a une mer de Chine qui a fait office d'autres Méditerranées, 2 mondes qui ne communiquaient quasiment pas. Nous sommes passés dans le temps de l'Atlantique à partir de la Renaissance. Et ce qui est absolument génial, et c'est dire que nous sommes bien nés, nous sommes en train, notre génération au sens large, de rentrer dans un 3e temps de l'histoire. Nous avons quitté depuis une quinzaine d'années le temps de l'Atlantique pour rentrer dans le temps de l'océan mondial. C'est-à-dire que plus que jamais, la mer va être au cœur de notre histoire et plus que jamais, la mer va être au cœur de notre avenir. Vous savez, quand on regarde un peu l'histoire, la mer, c'était qu'une seule dimension, alors qu'elle en a 4. La seule dimension, c'est celle qu'on connaît, 72% de la surface du globe. La surface, oui, mais il faut penser la mer dans la dimension 2, 3 et 4. Le 2, c'est la tranche d'eau. Le 3, ce sont les terres immergées. 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées. Et on sait même aujourd'hui qu'il y a une 4e dimension, puisque la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Et ce temps de l'océan mondial, on a eu le Grenelle de la mer, qui a fait de formidables travaux, qui nous a montré que la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, que je qualifierais de désirable. Vous savez, en 2025, c'est demain matin, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale de 75 km de large. C'est-à-dire, nous sommes tous autour de la mer contient la quasi-totalité des solutions, c'est un formidable réservoir, c'est notre assurance vie. Il y a justement plus de bio-organismes et plus d'organismes vivants en mer que sur Terre, et justement, ils portent les solutions en eux. Comment est-ce qu'on peut apprendre de ces bio-organismes par le biomimétisme, par exemple, dans l'innovation ? Écoutez, c'est absolument génial. Je me souviens, Paul Valéry écrivait « Nous sommes dans un monde fini », mais il n'était pas du tout marin, il n'intégrait pas la mer. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, on n'en est plus là, avec le développement de la métagénomique, qui consiste à faire le séquençage de gènes isolés. Les microbiologistes marins considèrent qu'on ne connaît sans doute pas plus de 3 à 6% de la microbiologie marine. Donc c'est évident que la mer contient la quasi-totalité des solutions, mais à condition d'y aller, à condition de la découvrir. Imaginez qu'il y a un peu plus de 100 ans, on croyait qu'au-delà de 250 mètres de profondeur, on était dans une zone azoïque, c'est-à-dire dans laquelle il n'y avait pas de vie. On a découvert de nouvelles formes de vie qui vivent non pas comme nous, humains, plantes ou animaux, par photosynthèse, mais par chimiosynthèse. En gros, je caricature, mais le martien, qu'on allait chercher au fin fond de la galaxie, on l'a découvert sous nos pas. Et ça suppose des opportunités incroyables en termes de molécules, en termes de biodiversité. Vous avez cité le biomimétisme, et c'est génial le biomimétisme. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que la nature est en avance sur nous. On pourrait même refaire une histoire. La nature nous a sans doute dominés il y a fort longtemps. Il y a peut-être eu un petit moment d'harmonie. Et puis aujourd'hui, c'est peut-être un peu nous qui dominons la nature. Eh bien, vous savez, quand on change d'époque, il y a une nouvelle manière de voir. Il y a une nouvelle manière de voir et de se considérer surtout la nature. Elle n'est pas simplement là à notre service. Elle peut nous aider. On peut marcher, j'allais dire, main dans la main. On se rend compte qu'on pourrait gagner en R&D, que la nature, la mer notamment, sait faire des choses que nous ne savons pas faire.
C'est-à-dire qu'en s'émerveillant, en ayant pourquoi pas, disons-le, un regard un peu aimant sur la nature, on peut faire des choses qu'elle ne fait pas. S'en inspirer, peut-être un peu l'utiliser, mais avec une énorme prudence, parce qu'on ne peut pas non plus aller les yeux fermés, exploiter les ressources minières sous-marines. Il y a besoin de scientifiques qui étudient, qui protègent, et cette protection peut être un levier aussi pour l'innovation, par la frugalité qu'elle apporte, par une réflexion sur peut-être un retour en arrière sur des erreurs qu'on a pu faire et aller vers une propulsion vélique, sur de nouvelles solutions plus respectueuses de l'environnement et donc de la mer. On n'aura pas d'océan de rechange. Donc il convient effectivement d'être particulièrement prudent, d'aller avec discernement. Mais le Grenelle de la mer l'a montré, s'il y a un élément où on peut parfaitement concilier le développement économique et le développement durable, c'est le domaine de l'océan, à condition d'y aller avec discernement. Mais si on a ce regard d'émerveillement sur la nature, on voit tous les process qu'elle peut amener à faire, c'est évident que, elle va nous permettre d'aller plus loin, plus vite. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est absolument des moyens supplémentaires. Imaginez qu'on connaît mieux la surface de la Lune, ça va sans dire, mieux la surface de Mars que le fond des mers. On a vu vraiment de nos yeux vus, à travers des robots bien sûr, que 20% du fond des mers, 80% c'est quasiment encore inconnu. Bon, je sais bien qu'aller au fond des mers, c'est comme si vous exploriez de nuit les Alpes avec une lampe électrique, c'est pas facile. Mais c'est vraiment là où se trouve la quasi-totalité des solutions. Alors, l'innovation est là. L'innovation, l'avenir de l'aventure de l'innovation se trouve dans la mer, mais à bien considérer dans 2, 3, 4 dimensions, pas simplement la surface. Puis vous savez, pour vous montrer à quel point elle représente 80% de la biodiversité terrestre. Mais je me suis rendu compte que ça choque pas les gens, parce qu'il suffit d'avoir dit avant, la mer c'est 72% de la surface du globe, c'est un package. Non, non. L'eau de mer, elle est beaucoup plus ancienne que les terres immergées. Je prends un seul exemple que tout le monde pourra bien comprendre. Si vous prenez le règne végétal, vous avez 3 règnes végétaux en mer, le vert, et puis à partir du vert, s'est développé le rouge, le vert continue, le rouge continue, et puis à partir du rouge, s'est développé le brun. 3 règnes végétaux en mer, un seul sur terre, le vert. Et quand c'est l'été indien, eh bien c'est la dépigmentation du vert. Donc vous voyez, c'est dans le domaine de la mer que nous avons toutes les solutions pour un avenir, je le répète, pas seulement durable, mais véritablement désirable, mais à condition aussi d'être particulièrement prudent. Alors nous rentrons dans le temps du maritime, nous rentrons dans le temps de l'avenir, c'est le moment de jouer à plein l'innovation, c'est-à-dire que ce qui marchait lors de la période précédente ne marchera plus. Aujourd'hui, il faut aussi être innovant, pas simplement au niveau de la biologie, il faut être innovant aussi au niveau financier. Parce que ce qui me frappe toujours, j'observe cela depuis des années, les chercheurs, plutôt les contribuables européens, financent une recherche européenne, des chercheurs qui trouvent. Mais entre le moment où vous trouvez, entre le moment où vous avez un brevet et le moment où vous pouvez en tirer une finalité, une utilité, il y a un tunnel plus ou moins long et on avait constaté que beaucoup de fonds de pension américains ou autres achetaient tout ça, si bien que finalement, ça nous échappait. Donc il faut innover, il faut trouver de nouveaux moyens pour que nous répondions au défi qui n'est pas simplement un défi de recherche, nos chercheurs sont là, mais un défi financier pour qu'on puisse développer, activer les bienfaits de la mer et que ça reste, pardonnez-moi, en Europe, en France et pourquoi pas en Bretagne. C'est ça, question de souveraineté. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui la place de la France dans ce monde de l'innovation maritime? Est-ce qu'elle est leader? Est-ce qu'elle est dépassée par d'autres nations? Enfin, quelle est la place de la France qui a un domaine maritime le deuxième plus étendu du monde? Premier, en fait, quasiment premier, juste derrière les États-Unis, mais vous avez raison, on est juste derrière. Mais en tous les cas, le premier en termes de ventilation, puisque le 1, les États-Unis, le 3, l'Australie, c'est par la taille de la métropole. La chance de la France, c'est l'outre-mer. Il faut considérer la France comme un archipel. Donc la France a un potentiel incroyable. La France a toutes les entreprises capables d'aller au fond des mers. Le seul pays avec les États-Unis d'Amérique. Donc oui, on est là, mais par rapport à notre potentiel, qu'il soit géographique, financier, de recherche, je dirais peut nettement mieux faire. Eh ben, nous le verrons tout à l'heure avec nos différents intervenants.